Donc, bonjour Jacques Monclar et merci de répondre à nos questions. Donc, vous avez signé un contrat à Winamax pour le jeu de l'entraîneur avec une offre de plus en plus pléthorique pour les Fantasy League. Quelles sont les spécificités de ce jeu? C'est que tu es à la fois entraîneur et manager, hein, tu as tous les pouvoirs, tu choisis ton équipe dans le cadre d'une masse salariale, tes joueurs sont chiffrés par rapport à leurs stats, leur rendement, en bien comme en mal. Donc après il faut cibler à la fois rentrer dans la masse salariale, essayer de trouver des joueurs dans les équipes qui gagnent parce qu'il y a un bonus de 4 points, et après chacun ses caractéristiques. Bien sûr Russell Westbrook fait envie, mais il te mange un tiers de ta masse salariale. Donc après, comment tu fais? Bon, c'est du management, c'est de l'organisation, c'est à mi-chemin entre coach et GM. Et justement, dans ce cadre, quel est le joueur à avoir, le joueur avec le meilleur rapport qualité-prix? En ce moment, je pense que c'est Nikola Jokic. Giannis Antetokounmpo, une belle usine aussi. Après, bien sûr, Harden, Westbrook, mais même si James Harden a tendance à perdre des ballons, et Westbrook peut déchirer en adresse complètement. Voilà, mais Giannis Antetokounmpo, dans la restructuration de Milwaukee, c'est intéressant parce qu'avec la blessure, par exemple, de Jabari Parker, il est obligé de faire beaucoup plus de choses. Puis il y a des joueurs qui reviennent de blessure. Milwaukee en est un bon exemple. Chris Middleton, il faut le suivre parce qu'il ne va pas tarder à remettre des paniers. Un garçon comme Bledsoe est intéressant en ce moment aussi. Le petit Darren Collison. La restructuration de Sacramento avec la blessure de Rudy Gay fait qu'il est intéressant. Et bien sûr, il y a les valeurs sûres, Kawhi Leonard. Alors, métronome, 30 points, et les Spurs perdent rarement. La Marcus Aldridge est un joueur dangereux, par exemple, parce qu'il repose beaucoup sur l'adresse, les points, peu de passes. Donc, je l'avais pris au Knicks, 5 sur 16, aïe, mauvais choix. Mais voilà, il y a plein de joueurs. Il y a 450 joueurs dans les effectifs. Il y a du talent. Il y a du talent de partout. Et il faut trouver le soir où le joueur est in the zone. Par exemple, hier, sur le jour hier, il y avait 3 matchs. Même s'ils ont perdu d'un point, le Williams, c'était à prendre. 24 minutes de jeu, 29 points au pourcentage. Donc voilà, mais il y a tellement de joueurs de plein de talents. Il y a tellement de joueurs plein de talents. Alors après, le choix, il se fait sur l'humeur, sur le hasard. Moi, hier soir, j'hésite entre Williams et Nick Young. Je me trompe, je prends Nick Young. Voilà. Typiquement. Vous avez évoqué Nikola Jokic. On avait beaucoup parlé de l'absence de Rudy Gobert au All-Star Game, mais est-ce que finalement le grand absent à l'Ouest, ce serait pas lui? Alors, je suis d'accord avec tout le monde quand on dit qu'il y a des joueurs qui mériteraient d'être All-Star. Il y en a plein depuis des années. Je rappellerai que Mike Conley n'a jamais été All-Star. Et il joue comme un All-Star en ce moment. Hein. Il a aligné. En voilà un qui est une bonne affaire aussi en ce moment. J'ai envie de m'attarder sur ceux qui jouent. Bien sûr qu'il y a des mecs, Tony Parker dit souvent ça. Il dit chaque année, il y a une demi-douzaine de gars qui jouent comme des All-Stars et qui ne sont pas All-Stars. Jokic en fait partie, Rudy en fait partie, on peut considérer que McCollum en fait partie cette année, que Mike Conley en fait partie, Lillard pas loin. On va en trouver, Hassan Whiteside, même s'il peut peut-être être pris avec la blessure de Kevin Love. On verra qui ils vont désigner, moi j'aimerais bien que ce soit Whiteside. Voilà. Tiens, ça aussi, Miami, Dion Waiters, coûtait pas une fortune avant d'aligner ça. Le petit Dragic, aussi une valeur assez sûre. James Johnson, c'est un super coup. Voilà. Mais All-Star, oui, bien sûr. Mais j'ai envie de m'attarder sur ceux qui y sont et pas sur ceux qui n'y sont pas. D'ailleurs, Raymond Domenech disait souvent en conférence de presse quand il était coach de l'équipe de France, on lui posait sur des questions sur les mecs qui n'étaient pas sélectionnés. Il dit Deschamps fait pareil. Ok, ils ne sont pas sélectionnés, mais je vais parler de ceux qui sont sélectionnés. D'accord. Vous avez aussi évoqué la blessure de Jabari Parker. Zach LaVine aussi s'est blessé. Milwaukee et Minnesota sont deux déceptions par rapport aux attentes qu'on plaçait en eux au début de saison. Comment est-ce que vous expliquez ça et comment vous envisagez le futur pour ces deux franchises? C'est plus embêtant pour Milwaukee, parce que ça fait 2 années de suite. Même si je crois qu'ils vont bien se remettre là. Il y a des joueurs qui se blessent et l'équipe fonctionne. Je pense que Milwaukee va fonctionner à peu près pareil, voire mieux, comme Sacramento fonctionne bien sans Rudy Gay. Pour Minnesota, est-ce que Wiggins et Lavine sont réellement compatibles ensemble sur le terrain?
Est-ce que je posais cette question avec Tyros et Desmar de Rosanne aussi? Le problème a été réglé. Des fois, il faut savoir faire un choix et sacrifier. Voilà. Et je pense que à terme, peut-être qu'un des deux, Lavine ou Wiggins, partira, et j'ai tendance à penser que ce sera Lavine. Vous avez évoqué le trade du coup de Serge Ibaka à Toronto. Est-ce que ce trade peut permettre à Toronto de retrouver la finale de conférence, d'enrayer le cercle un peu négatif dans lequel ils sont? Oui, ils sont sur un joli toboggan là. Ils sont même sortis du top 4 avant qu'ils n'ont pas l'avantage du terrain au premier tour. Il leur fallait un 4. On aime ou on n'aime pas Serge Ibaka, il a peut-être un peu trop shooté avec Orlando, mais on connaît ses qualités de contreur, rebondeur, coureur, son côté dissuasif, son côté intimidateur. Moi je trouve que c'est un bon plan pour eux et pour Orlando aussi. Parce que de toute façon, il aurait dû se re-signer très cher, puisqu'il est en fin de contrat, enfin à la fin de l'année, et que Toronto garantit pratiquement de le signer en tant que free agent. Ça va permettre de mettre sur le terrain Mario Hezonja en 3, de décaler Gordon en 4, de faire venir Tyros, c'est bien, ça fait un mec en l'air. Evan va pouvoir être spécifiquement sur le poste 2, avec Jody Mix en backup. Je trouve que c'est un deal gagnant-gagnant. On a aussi la blessure de Kevin Love à l'Est qui va revenir plutôt tard dans la saison. Est-ce que ça peut modifier la hiérarchie et la place qu'on annonçait assurée de Cleveland, avec surtout un Boston et des Wizards en pleine bourre en ce moment? Alors les Wiz et les Celtics seront des sérieux clients en playoff. D'ailleurs, ça va faire une jolie demi-finale de conférence a priori. Je pense que Cleveland a de la marge, un petit peu, et que le recrutement de Derrick Williams est plutôt intelligent. Il faut se souvenir que Derrick Williams est un numéro 2 de draft. D'ailleurs, pour le jeu de l'entraîneur, lui, en ce moment. Max, c'est un bon coup à faire, à mon avis, Derrick Williams, parce qu'il ne doit pas coûter cher. Je n'ai pas encore mis les dents, mais il ne doit pas coûter cher. Kevin Love blessé, LeBron peut glisser en 4, Derrick Williams peut y jouer, Tristan Thompson sera plus sollicité, hier soir il fait 11 points, 14 rebonds. Kyrie Irving, les shooters autour, James Jones peut rentrer, envoyer de 3 shoots, Channing Frye peut naviguer entre postes 4 et 5. Je ne me fais pas de soucis pour Cleveland. Et comme l'a dit dans NBA Extra, LeBron ce midi, mais quand je suis dans l'équipe, quand je m'aligne dans le line-up, de toute façon, on a une chance. On a toujours une chance quand je suis là. Il a dit ça très modestement, mais avec le sourire. À l'Ouest, est-ce que les Warriors, leurs problèmes en fin de match, peuvent les surprendre, notamment face à l'équipe des Spurs qui, dans le money time, avec Popovich, avec l'expérience des cadres, est toujours redoutable? J'ai des doutes sur le physique des Spurs. Il faudra voir s'ils sont en bonne santé. Tout peut arriver avec eux. Après, ça jouera beaucoup sur l'adresse. Ce sont deux équipes qui reposent beaucoup sur l'adresse. La manière de jouer des Warriors est quand même exceptionnelle et j'ai beaucoup aimé ce qu'a déclaré Greg Popovich quand il a dit qu'ils jouent dans une autre dimension que la nôtre. Quand ils déroulent, quand ils assurent au rebond, quand Javel McGee à la bille, côté placé dans la case basket, Pachulia en 2-3 services, sont durs à arrêter. Après, ils se sont fait secouer l'autre jour par Jokic, ils s'étaient fait secouer par Marc Gasol. Il faut faire attention quoi. Dans la raquette, le basket c'est quand même aussi du combat. Et en playoff, il y a du combat. Les Hornets de Batum sont empêtrés dans le ventre mou de l'Est. Après avoir manqué de peu de passer un tour l'an passé, qu'est-ce qu'ils pourraient faire avant la trade deadline pour espérer remonter? De d'abord récupérer Codizella, parce qu'il leur manque cruellement et ils se font dévorer en 5. Kemba Walker a eu un mois de janvier difficile, début février difficile. Retrouver la dynamique de gagne. Ce soir, ils sont à Toronto. C'est un match difficile pour Toronto comme pour Charlotte. Charlotte est à 2-3 matchs de la barre des playoffs maintenant. Ils ne peuvent plus en laisser glisser beaucoup. Mais voilà une équipe, voilà un joueur dangereux pour le jeu de l'entraîneur, Kemba Walker. Frank Kaminsky, Kemba Walker repose sur l'adresse par exemple. Nico Batum, lui, même quand il ne met pas dedans, il fait des passes et des rebonds. Lui, c'est plutôt un bon plan. Voilà, mais les Hornets sont dans la difficulté. Et ils se sont trompés l'été dernier en prenant Roy Hibbert. Ils se sont bourrés. Là, ils ont évacué Roy Hibbert et Spencer Howard. Ils ont fait venir Miles Plumlee. Il faut lui laisser un peu de temps. Il faut surtout que Cody Zeller revienne.
On voit de plus en plus de jeunes Français émerger. Est-ce que l'un des draftés de l'an passé peut devenir All-Star? Ou est-ce que des prospects comme Franck Nilikina peuvent prendre la suite de Tony Parker en équipe de France dans le talent et le leadership? Il y a de la route. Tony a mis un niveau d'excellence tellement impressionnant, hein, 6 fois All-Star, 4 fois champion, une fois MVP des finales. Je crois qu'on ne se rend pas tout à fait compte du niveau que Tony a positionné, quoi. C'est énorme comme palmarès. Après, Franck Nilikina, l'année dernière à Toronto, il était en camp, j'avais été jeter un œil. Il est annoncé dans le top 5-10 de la draft. C'est pas du tout un joueur qui ressemble à Tony, hein. C'est pas du tout le même registre, hein. Je pense que dans la succession immédiate des Thomas Hurtel, des Antoine Dio, des Evan Fournier, des joueurs comme ça, voire Andrew Elvissi, sont plus à même et plus matures. Il ne faut pas jeter. C'est dur la FIBA, hein. C'est dur l'équipe de France, hein. Donc il faut raison garder. Piano, qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Parfait. Merci beaucoup Jacques d'avoir répondu à nos questions.